C'est bien beau de concevoir une plaquette PCB avec un Arduino, mais il faut aussi écrire du logiciel pour pouvoir l'utiliser. Bidouilleurs, bidouilleuses, salut! Vous regardez la 6e vidéo du projet d'interface PC pour le voltmètre CA à large bande Fluke 8920A. Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous devriez visionner les premières vidéos de cette série avant de regarder celle-ci, car toutes les vidéos sont séquencées de façon chronologique. Je vous fournis un lien vers la liste de lecture des vidéos dans la description ci-dessous. Alors, dans la 5e vidéo, je vous ai présenté la plaquette PCB assemblée et j'en ai aussi fait la mise en route, un premier essai. Aujourd'hui, je vais m'attarder au micro-logiciel de l'Arduino ainsi qu'aux caractéristiques du logiciel PC permettant de recevoir et de convertir les lectures de l'ADC en valeur de tension CA. J'espère ne pas trop vous endormir. J'irai donc rapidement. Rapidement, là, tout est relatif, on va se le dire. Alors, allons-y sans tarder avec la partie Arduino. Alors, dans la dernière vidéo, on s'était laissé sur notre premier essai, vérifier que l'interface envoyait les lectures l'une après l'autre sur le port série qui est converti en USB. Alors, je suis dans le PC ici et à nouveau, je me reviens au même endroit où on voit les lectures entre 0 et 32 767, donc 8 lectures par seconde environ, et suivi, donc, virgule, la gamme. Alors ça, c'est les valeurs telles quelles mesurées par l'ADC. J'ai aussi ajouté, je dois vous le montrer, j'ai ajouté une petite possibilité additionnelle, c'est de stopper la lecture automatique et faire plutôt des lectures manuelles. Donc présentement, je suis en lecture automatique, on ne fait rien et les données entrent l'une après l'autre. Mais si je pèse la lettre M, voyez-vous, je vais envoyer le caractère M ici. Voilà, c'est fait. Ça stoppe tout simplement les lectures. Je suis en mode manuel maintenant. Pour faire une lecture, je n'ai qu'à envoyer R pour faire reading, read. J'envoie R et il envoie une lecture. Je fais une autre lecture, R, une autre lecture, et ainsi de suite. Alors là, je suis en mode manuel et il va faire seulement les lectures quand je lui demande. Si je veux retourner en mode automatique, j'ai juste à faire A pour le mode automatique et il reprend le mode automatique. L'idée de cette caractéristique additionnelle, c'est de ne pas remplir la mémoire tampon du PC, par exemple. Si on utilise un logiciel, par exemple LabVIEW, et que l'interface envoie des données tout le temps et que LabVIEW, le programme LabVIEW ne va pas les lire, ça pourrait remplir la mémoire tampon de sorte que vous croyez lire quand vous faites une lecture, vous croyez lire la toute dernière lecture, mais non, c'est une lecture vieille qui est dans le tampon puisque c'est premier arrivant, premier lu. Donc, une mémoire FIFO si vous voulez. Donc, pour éviter que la mémoire tampon se remplisse, j'ai implémenté cette caractéristique additionnelle. Mais sinon, c'est très simple. Justement, je vais vous amener voir le programme source de l'Arduino. Alors, le choix que j'ai fait, ça a été de ne pas mettre plus d'intelligence qu'il n'en faut dans l'Arduino. Simplement faire les lectures et les envoyer directement au PC. Et dans le PC, rouler un logiciel plus évolué là, qui va, entre autres, faire une espèce d'étalonnage, une régression linéaire là, pour éliminer les erreurs et ainsi de suite. Donc, c'était plus simple de faire ça dans un environnement PC plus puissant, plus polyvalent là, au niveau de la programmation informatique que dans l'Arduino, qui est plus limité un petit peu. J'aurais pu faire beaucoup de ces fonctions dans l'Arduino quand même. J'ai fait le choix de simplement envoyer les données brutes sans traitement, quel qu'il soit, dans l'Arduino. Un autre avantage de faire cela, c'est que ça devient une interface à ce moment-là qui est universelle pour d'autres applications. Si je veux utiliser la plaquette et son ADC pour faire autre chose, pas dans le Fluke 8920A, j'aurai toujours les lectures sous forme brute qui sont envoyées et je pourrai faire un autre traitement numérique complètement différent, changer d'échelle par exemple, si on fait des lectures de tension, des choses comme ça. Alors ça permet d'utiliser la plaquette de façon plus universelle et son Arduino Nano qui lui aussi envoie simplement les lectures brutes. Alors, si on regarde le code source lui-même,
vous allez voir, c'est donc assez simple. J'ai défini en entrée là, dans des commentaires, j'en ai beurré épais, le format de la donnée qui est reçue, donc la lecture de l'ADC, ensuite la gamme. Je donne ces informations-là à celui qui utilise ou celui qui regarde le code source. Alors, la liste des 7 gammes, entre autres, aussi, je les fournis. Et aussi, ici, je donne les 3 commandes. A pour automatique, M pour manuel, puis R pour faire une lecture. Alors, j'explique ces choses-là, un petit peu un mode d'emploi. Alors, bien sûr, pour parler en I2C à l'ADC, ça prend une librairie, et la librairie Arduino IDE, c'est Wire. C'est la librairie qui est la plus utilisée, si on peut dire, là, pour ce genre de tâches, et ça fait bien un bon boulot. Alors, je définis des constantes ici, entre autres des mots de configuration pour l'ADC que je vais envoyer un peu plus tard, d'accord, pour configurer l'ADC, entre autres à 8 échantillons par seconde. Alors, il y a évidemment des registres de configuration dans l'ADC et ce sont ces mots-là que je vais écrire. Bon, je définis des constantes aussi. N'oublions pas qu'il y a 3 signaux, F0, F1 et F2, qui se trouvent à nous encoder sur quelle gamme le voltmètre se trouve. Alors, je les envoie sur l'entrée 2, 3 et 4 de l'Arduino Nano. Et l'adresse de l'ADC, l'adresse I2C, c'est 72. C'est écrit dans la fiche technique de l'ADC. Et donc, ça, c'est 72 tel que configuré sur les broches extérieures. Alors, on tombe tout de suite dans la routine qu'on exécute pour l'initialisation. Hein, la routine setup, c'est la routine qui est exécutée seulement une fois. Donc, au départ, bien sûr, je configure les 3 broches F0, F1 et F2. Je les configure en entrée pour pouvoir les lire, donc le statut au niveau de la gamme du voltmètre. J'ouvre le port série, par lequel on faisait les lectures justement d'ADC il y a quelques minutes. Et je lui mets un timeout, donc une valeur au-delà de laquelle il va considérer que la lecture a été faite même s'il n'y a rien reçu. Dans ce cas-ci, vous allez voir, ça ne servira pas vraiment comme instruction, mais c'est une bonne chose de toujours spécifier un temps d'expiration sur le port série. Bon, ensuite, j'ouvre le port I2C, donc je le mets en mode Begin, je saisis le port, et là, j'envoie les configurations, les 2 mots de configuration que je vous ai montrés, c'est 2 mots de 8 bits, donc 2 octets, au total 16 bits. Alors, c'est une transaction I2C qui est faite sur le bus, donc je commence la transmission en fournissant l'adresse 72, et j'envoie les 2 mots de configuration haut et les 2 mots haut et bas là, que j'avais configurés, et je termine la transaction, tout simplement. Et je m'assure que je suis en mode de lecture automatique. C'est juste un petit drapeau, ça. C'est un mot binaire, là, OK? Mais je le mets à vrai pour que dans la boucle, vous allez voir, il va rouler dès le départ en mode automatique. Et ça, c'est terminé pour ce qui est de la fonction setup. Par la suite, j'ai créé une fonction lecture d'ADC, le read ADC, parce que je vais l'appeler à répétition à quelques endroits dans mon code. Donc, c'est mieux quand c'est toujours le même code là, de créer une fonction que de répéter toujours les mêmes commandes plus d'une fois dans le code source. Alors, j'ai créé une fonction qui ne retourne rien, void, mais qui va faire la lecture de l'ADC quand même, et la lecture de la gamme sur laquelle on est. Alors, c'est ce que je fais ici. Je dis à l'ADC de démarrer une conversion en écrivant les bonnes choses dans l'ADC. Je tourne en boucle ici, j'attends que la conversion soit prête, donc je vais lire un registre dans l'ADC à répétition, et lorsque le statut indique « oui, la lecture est prête », je vais simplement aller lire le résultat, encore une fois sur l'I2C, et ce résultat-là, bien, je vais l'envoyer sur le port série directement, et c'est ici que je le fais. Je fais un serial print où j'envoie le mot de la valeur supérieure suivi du mot de la valeur inférieure. Je veux l'exprimer en décimale. Vous avez vu plus tôt, le port série, c'était des valeurs entre 0 et 32 767, donc c'était décimal. Donc ici, j'imprime cette valeur-là sur le port série, la lecture de l'ADC. Et par la suite, j'imprime
aussi sur le pare-série, en mettant une virgule bien sûr entre les deux, j'imprime la gamme en recomposant le poids de chacun des bits F0, F1 et F2. F0 ayant la valeur de 4, F1 ayant la valeur de 2 en binaire, là, et F2 ayant la valeur de 1. Donc, ça va aller entre 1 et 7. Donc ça, c'est une lecture d'ADC. C'est ce qu'on voit à l'écran. Et donc, vous devinerez bien que la fonction de boucle, elle n'a pas grand-chose dedans, puisque le gros du travail est fait dans la fonction readADC. La boucle qui tourne sans fin, la fonction loop pour l'Arduino, dans la boucle, on va faire la validation si on est en mode automatique ou manuel pour les lectures d'ADC. Alors, on vérifie d'abord, est-ce qu'il y a une lettre de disponible? Est-ce qu'il y a quelque chose de disponible à l'entrée sur le pare-série de l'Arduino? Donc, autrement dit, l'usager aurait envoyé une commande, par exemple read, ou manuel, ou automatique. Alors, si c'est disponible, on va traiter cela. S'il n'y a rien sur le pare-série, on va simplement faire une lecture, comme c'est prévu, une lecture, et ainsi de suite. S'il y a quelque chose sur le pare-série qui a été reçu par l'Arduino, ben on va le valider tout simplement. On va lire la valeur. Si c'est M, parce qu'on est en mode manuel, ben le fameux drapeau, là, auto-read, je le mets à faux. Donc, on n'est plus en mode auto-read. Et si ce n'est pas M qui est reçu, ben c'est peut-être A ou R. Et c'est là que je mets en mode automatique. Je mets auto-read à true. Sinon, je vais faire une lecture manuelle seulement lorsqu'on reçoit le R, si c'est R, et que je suis en mode manuel. Il faut qu'auto-read soit à false. Donc, c'est là, tout simplement, que la validation du mode est faite. Alors, je fais des lectures soit manuelles, soit automatiques dans cette petite boucle ici. Alors, c'est relativement simple. On va se dire ça comme ça, relativement simple, comme code Arduino. Ça aurait pu être beaucoup plus complexe, mais je préférais, comme je vous ai expliqué d'entrée de jeu, envoyer les données brutes et faire tout le traitement par la suite dans le PC. Alors, parlant de PC, alors voir justement le programme que j'ai créé avec les beaux boutons, les indicateurs et ainsi de suite. Alors le voici, ce programme que j'ai créé. Je l'ai démarré, mais il ne roule pas présentement. Alors, ça a été créé en Free Pascal, donc c'est du Pascal, dans l'environnement IDE Lazarus, Lazare en français, Lazarus en anglais. Alors, pourquoi j'ai choisi du Free Pascal? Parce que je suis assez confortable avec le Pascal. J'en ai fait beaucoup dans le passé, depuis au moins 25 ans. Là. Et c'est un très bon langage au niveau là, de ce genre de programmation. Il n'y a pas de problème. Là. Ça fait de bonnes choses, si vous voulez. Alors, le programme est lancé, mais il n'est pas connecté sur le voltmètre. Alors, la première étape sera définitivement ici de cliquer sur Connect to 8920A et en cliquant, il va se connecter sur le port TTY USB 0. Je suis sur Linux ici. Sinon, ça avait été sur Windows, puisque oui, le programme est aussi compatible Windows, ben, ça aurait été comme 1, comme 4, comme 5, comme 6, peu importe, là, le COM sur lequel le port USB est assigné. Alors, voilà, il est présentement en train de faire des lectures et le voltmètre indique effectivement 1,450. Alors, on voit ici c'est 44,95, donc le voltmètre arrondi, bien sûr. Moi, je suis capable d'aller chercher un chiffre de plus, un chiffre significatif de plus, sans difficulté avec l'ADC. On y reviendra. Alors, présentement, il est étalonné, en anglais, calibré, mais au départ, il n'aurait pas été calibré si c'était la première fois qu'on roule et le mot « calibrated » serait enfoncé ici. Donc, il donnerait tout simplement les lectures telles que reçues par l'ADC, d'accord? Sans aucune compensation, quelle qu'elle soit. Pour faire cet étalonnage, si vous voulez, il s'agira d'aller ici dans Calibrate. Mais auparavant, j'aimerais quand même vous montrer ce qu'il y a à l'écran. Alors, j'affiche la tension de l'ADC, compensée bien sûr au niveau des erreurs, puisque je suis en mode Calibrated, mais j'affiche aussi en décibels, différentes valeurs de décibels, qui peuvent toujours être utiles. Des décibels volts, des dBV, donc. On est au-dessus de 1 volt ici, c'est 1,4 volts. Donc, c'est normal qu'on soit au-dessus de 0 dBV.
D'accord? Alors ça, c'est des dB-volt. J'affiche aussi des dBm, des dB milliwatts. Donc, mais bien sûr, la valeur en dBm va varier en fonction de l'impédance qui est utilisée. Donc, il s'agit quand même de choisir l'impédance sur laquelle on fait la mesure. Il faut bien sûr que ça soit terminé avec une terminaison appropriée au voltmètre AC lui-même, puisque le voltmètre a une impédance d'entrée d'1 mégohm. Donc, il faut lui mettre une terminaison. Donc, c'est ce qu'on appelle un feed-through termination, une terminaison qui permet de laisser passer le signal. Termine à la masse, mais il laisse passer le signal jusqu'au voltmètre, bien sûr. Donc, on a les dBm et finalement, on a des dB relatifs. Et là, le relatif, c'est qu'ici, vous voyez la valeur présentement, je pourrais faire un 0 là-dessus. Et si je fais varier la tension, bien, les dB relatifs, et je vais le faire, les dB relatifs vont bien sûr indiquer en décibels relativement au point 0 qu'on a fait, tout simplement. Donc, c'est une façon intéressante de pouvoir faire, c'est comme un 0 si vous voulez, là, pour nos mesures. Donc, ça c'était facile à implémenter, c'est une petite ligne de calcul, chacune de ces lignes-là, hein, ce n'est pas très compliqué, là. Une fois qu'on a la donnée, on peut après ça afficher ce qu'on veut. Alors ça, c'est l'écran principal. Maintenant, je vais vous montrer aussi, puisque le logiciel peut communiquer les données. Une fois que c'est compensé et tout, il peut les communiquer vers d'autres logiciels si nécessaire. Alors, j'ai donc créé cette fonction qui envoie les données. On peut, bien sûr, sauvegarder les données sur un fichier texte. D'accord? Puis ça, j'écris l'intervalle. On peut sauvegarder une donnée par seconde, par exemple, si on veut. Donc, fichier pour sauvegarder données. Je peux aussi envoyer les données sur un port série. Alors ça, c'est possible de faire cela pour qu'un autre logiciel qui, lui, peut s'interfacer au port série, pour que cet autre logiciel, si vous voulez, ramasse la donnée. Il faut bien sûr que le port série soit existant dans le PC. Et ça peut se créer, bien sûr. Il y a des logiciels qui permettent de simuler des ports série pour l'échange de données entre différents programmes. Mais une fois que le port série virtuel est créé, on peut l'utiliser ici et envoyer les données sur le port série. Et finalement, une autre façon alternative d'envoyer les données, c'est d'utiliser le clipboard, la mémoire tampon, CTRL-C, CTRL-V, donc copier-coller. Alors, le logiciel, lui, fait copier des données et c'est à l'autre logiciel qui veut recevoir les données de faire coller, 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 CTRL-V et les données vont apparaître. Donc, c'est une autre façon de faire un transfert de données. Alors, on peut choisir ici les modes, bien sûr, qu'on veut utiliser. Et finalement, il nous reste le morceau d'étalonnage, si vous voulez, de calibration. Alors là, ce qu'on cherche à faire ici, c'est une régression linéaire. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut prendre l'affichage du voltmètre. Lorsque la valeur lue est basse dans la gamme, et on veut prendre une autre valeur de l'affichage lorsque la valeur lue est élevée dans la gamme. Alors, vous vous rappelez que je vous disais que typiquement, le voltmètre travaillait et fournissait une sortie à l'arrière entre 0,2 volts et 2 volts. Ça, c'est sa plage d'opération dans une gamme donnée. En deçà de 0,2 volts, il va changer de gamme automatiquement. Et au-delà de 2 volts, il va changer de gamme automatiquement, le voltmètre. Donc, l'idée ici, c'est de prendre deux points pour faire une régression linéaire, le point faible, le point fort. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on fournit un signal au voltmètre qui serait près de 0,2 volts en sortie. Donc, par exemple, la gamme de 2 volts, on pourrait dire 210 millivolts, disons. Ça serait le point faible. Et 1,9 volts, ça serait le point fort. Alors, c'est ce que je vais faire à l'instant. Je vais vous montrer ça. Je vais d'abord fournir un point de 0,2 volts. Donc, à l'affichage, ça va être 0,21, 22. Et on va saisir cette donnée-là. Alors voilà, j'ai mis 0,206 volts. Et ça, c'est donc la partie basse d'une gamme donnée. Alors, je vais saisir la valeur que je vois à l'affichage présentement sur le voltmètre. Et c'est 0,207. Alors, 0,207, ça c'est la valeur saisie.
et ça va capturer la valeur de l'ADC pour cette valeur 0,207. Voilà, en cliquant là-dessus, j'ai capturé la valeur de l'ADC, ce qui va me permettre de faire le calcul. J'ai capturé la valeur basse, allons saisir la valeur élevée maintenant. Je vais mettre tout près de 2 volts. J'ai mis le voltmètre tout près de 2 volts, mais sous le 2 volts, je suis toujours dans la même gamme, à 1,981 volts. Et là, je vais saisir la valeur vue à l'affichage, c'est 1,99, 1,99. Et je saisis, je capture la valeur d'ADC pour cette valeur de 1,99 volts là. Alors, j'ai saisi ces valeurs, ce qui a permis de faire une régression linéaire. Et à partir de ce moment-là, les lectures qui sont faites vont être faites en fonction de ces points. Donc, la compensation, si vous voulez, est faite. Et on s'est rendu compte qu'une compensation linéaire était excellente. Voilà. La compensation étant faite maintenant, on nous indique bien sûr que c'est en mode calibré et vous avez la lecture de l'instrument ici. Et je vais faire varier la tension et vous verrez que ça suit très bien. Alors je vais rester d'abord dans cette gamme et je vais descendre la tension. Vous voyez que ça suit toujours très bien. Je vais aller un petit peu plus bas. Vous voyez, on est toujours dans la même gamme ici, la gamme 4. Je vais changer de gamme. Là, je suis rendu dans la gamme 3. Vous voyez, il n'y a aucune difficulté, ça continue de bien faire. Je vais aller dans une gamme plus haute, la gamme 5. Voilà, alors j'espère que vous êtes convaincus que la régression linéaire, la compensation fonctionne très bien. Donc ça nous donne un appareil qui est très stable. On obtient un chiffre significatif de plus parce que l'ADC nous permet d'obtenir ce chiffre. On a vu dans une vidéo précédente que la justesse était de l'ordre de 0,2% environ, là. Alors, on peut aller chercher cette justesse avec un chiffre additionnel. Alors, je ne vais pas vous montrer le code source en détail pour l'application, le logiciel que vous avez vu, PC, mais je veux quand même vous expliquer les principes de base là, de la programmation que j'ai faite. Alors, ça, c'est l'environnement Lazarus et tout est construit de façon graphique. Donc, on crée des fenêtres, on y ajoute des composants d'interface graphiques. Les composants d'interface graphique, là, ce sont des boutons, ce sont des champs d'affichage, du texte, la fenêtre elle-même, le port série ici. Alors ça, ce sont tous des composants avec lesquels on interagit dans le code source. Alors si je clique sur un bouton, Calibrate, bien forcément, ça m'amène à une procédure lorsque c'est Calibrate button click. J'ai cliqué sur le bouton Calibrate, ce qui va exécuter du code source. Alors, c'est tout basé sur le lien entre le code source et les composants graphiques qu'on appelle souvent en anglais des widgets ou même des controls, là, si vous voulez. Alors, tout est construit de cette façon et toutes mes fenêtres ont donc été créées et modifiées par la suite, bien sûr. Et les éléments en question, bon, on peut les déplacer. Hein, on peut les mettre où on veut. On peut créer la fenêtre, le nombre de fenêtres qu'on veut, le genre de fenêtre. Il y a toute une série de boutons. Dans le haut, ici, vous voyez, là, il y en a de fonctions, d'affichage, graphisme, base de données, défilement. Ce sont toutes des
fonctions de contrôle qui sont disponibles. Alors, c'est tout simplement comme ça que c'est construit. Alors, je suis allé, et bien sûr, j'ai construit la fenêtre principale au début. Je n'ai fait qu'afficher la valeur de l'ADC. Par la suite, j'ai ajouté un champ pour changer le port série. J'ai créé la fonction d'étalonnage, de calibration. Alors, on y construit, on grossit notre fenêtre, on ajoute des éléments. Et chacun de ces éléments a des propriétés. Ici, vous voyez, ça, c'est les propriétés pour ce bouton-ci. Si je clique sur un autre bouton ou sur un autre élément, il y a d'autres propriétés. Est-ce qu'on veut pouvoir le modifier ou pas le modifier? Est-ce qu'on l'active, ce bouton, ou on le désactive? Est-ce qu'il va être gris ou il va être sélectionnable? Quelle couleur on utilise dans l'affichage? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, toutes ces propriétés, on peut les contrôler pour chacun des éléments. Donc, c'est intéressant de créer du logiciel de cette façon, bien sûr. Mais c'est la façon de faire de nos jours, de toute façon. Là. Écoutez, de plus en plus, là, tous les langages évolués là, de programmation, là, C, Pascal, nommez-les, là, ils existent tous avec des environnements de développement, là, avec des widgets comme ça, des éléments graphiques. Alors, c'est essentiellement comme ça que je l'ai construit. Bien sûr, je vais fournir le code source sur mon site web bidouilleur.ca. Vous avez un lien dans la description ci-dessous si vous voulez vraiment voir comment c'est fait. Mais je vous rappelle que c'est compatible Mac, Windows et Linux. Compatible à 99,5%. Il y a des fois des petits changements dans les polices qu'il faut faire, dépendamment dans quel environnement on est. On peut choisir de grossir ou de rapetisser une police, par exemple, du texte. Mais sinon, là, 99% de ce qu'on a est totalement compatible. Il s'agit de recompiler dans chacun des environnements en question. Alors, si je veux faire la version Windows, j'installe Lazarus dans Windows, je prends le code source et je le compile dans Windows, simplement. Je veux la version Mac, bien, j'installe Lazarus sur Mac et je recompile mon code source sur Mac. Alors, c'est comme ça qu'on crée les différentes versions disponibles là, pour les différents systèmes d'exploitation. Alors, ça fait le tour de ce que je voulais montrer pour ce qui est logiciel. Je ne crois bien qu'il ne restera qu'une seule vidéo à cette série. Il s'agira de vous montrer les différents calculs que Jacques a rassemblés, comme l'exactitude des lectures, les mesures de bruit et le filtrage nécessaire, entre autres. Entre-temps, continuez de me suivre et le plus facile, c'est de vous abonner à ma chaîne tout simplement. Merci de votre attention et à la prochaine!